Mais 1945. À travers la Grande-Bretagne, d'immenses parcs de véhicules s'étendent sur des kilomètres dans la campagne. Près de Southampton, Liverpool et de dizaines d'autres ports, des rangées et des rangées de camions américains sont alignés en formation précise. Leur peinture vert olive porte déjà les marques d'années de service intensif. Ce ne sont pas des véhicules britanniques. Ils arborent le style anguleux caractéristique des constructeurs de Détroit. Les capots arrondis de Chevrolet, les calandres plates de Ford, les châssis robustes de GMC et Studebaker. Plus de 480 000 camions et locomotives américains ont traversé l'Atlantique dans le cadre du programme Langley. La grande majorité était destinée aux forces britanniques. Maintenant que la victoire en Europe est assurée et que la capitulation du Japon n'est plus qu'à semaines, ces véhicules représentent un défi logistique et politique extraordinaire. Ils appartiennent au gouvernement des États-Unis. La Grande-Bretagne les a utilisés, entretenus et usés jusqu'à l'accord de l'Afrique du Nord à l'Europe du Nord-Ouest. Mais la propriété n'a jamais été transférée. Avec le retour de la paix, des questions difficiles se posent. Que adviendra-t-il de près d'un demi-million de véhicules appartenant à des étrangers, dispersés à travers la Grande-Bretagne et l'Europe continentale? Peuvent-ils être rachetés? Doivent-ils être restitués? Devraient-ils être détruits? Les réponses révéleraient les dures réalités financières auxquelles la Grande-Bretagne d'après-guerre serait confrontée et détermineraient le sort de la plus grande flotte de véhicules jamais rassemblés dans le cadre d'un seul programme. L'ampleur de la dépendance de la Grande-Bretagne à l'égard des véhicules américains est apparue clairement au lendemain de la victoire. Entre 1941 et 1945, les États-Unis ont expédié 427 284 camions à la Grande-Bretagne seulement, auxquels s'ajoutent 52 000 véhicules destinés aux forces de l'Empire britannique. Ces chiffres dépassent largement la production britannique. Les véhicules représentaient toutes les catégories. Des porte-armes Dodge de 1,5 tonnes, des camions de transport GMC de 2,5 tonnes, des transporteurs de chars Diamond de 4 tonnes, d'imposants camions de transport de charges lourdes blancs de 6 tonnes, des véhicules utilitaires Chevrolet 1500 et des milliers de variantes spécialisées, dont des ambulances, des ateliers mobiles et des fourgons radio. Ils ont constitué l'épine dorsale de la logistique britannique. Tout au long de la guerre, en mai 1945, ces véhicules américains constituaient environ 60% du parc total de camions militaires britanniques. La 8e armée en Italie en dépendait presque entièrement. La 2e armée britannique en Allemagne possédait des véhicules américains dans un rapport de 3 pour 1 avec les modèles britanniques. Les parcs de véhicules en Grande-Bretagne abritaient environ 180 000 camions américains, tandis que 120 000 autres étaient entreposés en France, en Belgique et en Allemagne. Quelques 85 000 restaient sur le théâtre méditerranéen. Le reste était dispersé de l'Inde à la Birmanie, de l'Égypte à la Palestine. L'état des véhicules était très variable. Certains avaient parcouru moins de 5 000 kilomètres. D'autres, notamment ceux qui avaient servi depuis l'Afrique du Nord en 1942, affichaient 80 000 kilomètres au compteur et une usure mécanique importante. Le défi immédiat était à la fois politique et financier. La loi Langley avait toujours été claire, le matériel était prêté, non donné. À la fin de la guerre, le gouvernement des États-Unis attendait soit le retour du matériel en état de marche, soit le paiement des articles que la Grande-Bretagne souhaitait conserver. Des représentants américains arrivèrent en Grande-Bretagne quelques semaines après la victoire pour procéder à des évaluations. La commission de liquidation des biens étrangers, créée spécifiquement pour gérer la liquidation des biens prêtés à l'étranger, envoya des équipes inspecter les parcs de véhicules et en déterminer la valeur. Leur position initiale alarma les autorités britanniques. Les États-Unis exigeaient soit la restitution des véhicules, soit un paiement à des taux dépréciés, mais toujours substantiels. Les Américains proposent que les véhicules en bon état coûtent 400 livres sterling chacun à la Grande-Bretagne, ceux en état moyen, 250 livres sterling et même les camions usés, 100 livres sterling. Avec près d'un demi-million de véhicules en possession britannique, les sommes s'avèrent astronomiques. La Grande-Bretagne, pratiquement ruinée après 6 années de guerre, ne peut se permettre d'acheter ce dont elle était devenue dépendante.
Le ministère des Affaires étrangères et les fonctionnaires du Trésor s'efforcent de négocier des conditions plus favorables. Les négociateurs américains, menés par des représentants du département d'État et du département de la guerre, se montrent initialement peu flexibles. Ils soulignent que de nombreux véhicules, en particulier ceux stationnés en Grande-Bretagne, sont encore en bon état et ont une valeur commerciale évidente. L'industrie automobile américaine souhaite que ces véhicules soient restitués ou détruits afin d'éviter toute concurrence avec la production d'après-guerre. L'afflux de camions militaires américains excédentaires sur les marchés européens pourrait faire chuter les ventes de véhicules neufs. Durant l'été 1945, les négociations se poursuivent, tandis que les véhicules restent immobilisés dans leur parc, mobilisant la main-d'œuvre des gardes et se détériorant. Sous l'effet des intempéries, la position britannique devient désespérée. Les réserves de change ont atteint un niveau critique. Le pays a besoin de chaque dollar pour les importations essentielles de denrées alimentaires et de matières premières. Dépenser des centaines de millions pour des camions semble impossible. Pourtant, l'économie britannique a besoin de capacités de transport pour sa reconstruction. Les responsables américains reconnaissent la situation difficile de la Grande-Bretagne, mais subissent la pression du Congrès pour recouvrer les coûts du programme de pré-bail et protéger les fabricants nationaux. En septembre 1945, Truman met brutalement fin au programme de pré-bail. La décision annoncée le 21 août choque les responsables britanniques. En quelques jours, toutes les livraisons de l'an cessent. Les marchandises, déjà à bord, continuent d'arriver au port britannique. Mais le pipeline est vide. Cette fin soudaine accroît la pression pour un règlement concernant le matériel existant. Les négociateurs britanniques, menés par des représentants du ministère de l'Approvisionnement et du ministère de la Guerre, intensifient les discussions avec la Commission de liquidation des avoirs étrangers. Une avancée décisive est obtenue grâce à une approche comptable novatrice. Plutôt que d'acheter directement les véhicules, la Grande-Bretagne négocie un accord global couvrant tous les biens conservés dans le cadre du contrat de location-financement pour un accord financier anglo-américain. Signé en décembre 1945 stipule que la Grande-Bretagne versera 650 millions de livres sterling pour tout le matériel de pré-bail qu'elle souhaite conserver, y compris les camions. Cela représente environ 10% de la valeur initiale du matériel. L'accord autorise la Grande-Bretagne à conserver les véhicules jugés essentiels tout en exigeant la cession du matériel excédentaire. L'accord précise que les véhicules conservés à des fins militaires n'ont pas à être payés immédiatement, mais sont soumis aux conditions générales des prêts. Ceux transférés à un usage civil doivent être payés dans le cadre de l'accord. Début 1946, les autorités britanniques entreprennent la tâche colossale de trier près d'un demi-million de véhicules en différentes catégories. Conservation pour le service militaire, transfert au ministère civil, vente aux pays du Commonwealth, mise au rebut ou abandon à l'étranger. Le ministère de l'Approvisionnement établit des dépôts régionaux à Chilwell, Donington, Bicester et ailleurs pour traiter l'immense flotte. Des équipes de mécaniciens et d'administrateurs travaillent tout l'hiver 1945 à 1946 à l'inspection, au classement et à la documentation de chaque véhicule. Environ 125 000 véhicules sont jugés essentiels au maintien du service militaire. Il s'agit notamment de modèles récents à faible kilométrage, de variantes spécialisées difficiles à remplacer et de véhicules nécessaires aux forces d'occupation en Allemagne. 95 000 autres véhicules sont approuvés pour être transférés à l'administration civile. Le ministère des Transports en récupère des milliers pour l'entretien des routes. Le ministère de l'Agriculture reçoit des camions pour les travaux forestiers. Les collectivités locales de toute la Grande-Bretagne acquièrent des camions américains pour la collecte des réfugiés, les services d'incendie et les travaux municipaux généraux. Les autorités militaires britanniques sont confrontées à des défis particuliers en Allemagne, où environ 78 000 véhicules américains servent au sein de l'armée britannique du Rhin. L'occupation exige une capacité de transport considérable. Or, l'entretien d'une flotte étrangère aussi importante s'avère complexe. Les pièces détachées deviennent de plus en plus difficiles à obtenir à mesure que les stocks militaires américains s'épuisent. Le ministère de la Guerre décide de conserver environ 45 000 camions américains en Allemagne, principalement des modèles récents de GMC et Studebaker, tout en déclarant les véhicules plus anciens excédentaires. Ces véhicules excédentaires ne peuvent être rapatriés en Grande-Bretagne de manière rentable. Les coûts d'expédition dépasseraient leur valeur. Les autorités britanniques commencent donc à les vendre localement. La commission de contrôle pour l'Allemagne établit des centres de mise au rebut des véhicules à Hambourg, Hanovre et dans la Ruhr.
Les entreprises de transport allemandes, à la recherche désespérée de véhicules pour reconstruire leur économie dévastée, achètent des milliers de Chevrolet, Dodge et Ford d'occasion. Les prix restent bas, généralement de 50 à 150 livres sterling par véhicule, selon son état. Fin 1946, quelques 22 000 camions américains, initialement fournis à la Grande-Bretagne, dans le cadre du programme Prêt-Bail, sont entrés en service civil en Allemagne. Ils deviennent courants sur les routes allemandes, souvent repeints et immatriculés en Allemagne, contribuant discrètement à la reconstruction. Parallèlement, les négociations du Commonwealth se poursuivent tout au long de l'année 1946. Le Canada, qui avait reçu 237 000 véhicules américains dans le cadre de son propre programme Prêt-Bail, est confronté à des difficultés similaires. L'Australie en a reçu 44 000 points. Les deux Dominions négocient des accords similaires avec les États-Unis, prévoyant des tarifs réduits pour les véhicules conservés. La Grande-Bretagne propose de vendre une partie de son allocation à ses partenaires du Commonwealth qui ont besoin de capacités de transport supplémentaires. La Nouvelle-Zélande achète 3 400 camions américains provenant des stocks britanniques. L'Afrique du Sud en acquiert 2500. L'Inde, confrontée à sa propre pénurie de transport, reçoit 8 500 véhicules transférés des stocks militaires britanniques au Moyen-Orient. L'approche soviétique en matière de prêt-bail de véhicules, bien que non directement comparable, offre un contraste intéressant. Les Soviétiques ont reçu environ 427 000 camions américains dans le cadre du prêt-bail, un nombre presque identique à celui alloué à la Grande-Bretagne. Contrairement à la Grande-Bretagne, l'Union soviétique a tout simplement tout conservé. Lorsque les responsables américains ont demandé des comptes et la restitution du matériel excédentaire, les autorités soviétiques ont offert une coopération minimale. La plupart des véhicules américains ayant survécu au service soviétique restèrent entre les mains des soviétiques, nombre d'entre eux servant jusque dans les années 1950. Certains camions Studebaker US-6, particulièrement populaires auprès des forces soviétiques, continuèrent à être utilisés par l'armée jusqu'aux années 1960. Le refus soviétique de s'engager sérieusement dans la comptabilité de l'Enlisa devint l'une des nombreuses sources de tensions au début de la guerre froide. La Grande-Bretagne, malgré ses difficultés financières, honora les termes de l'accord négocié. Ce contraste d'approche reflétait les relations différentes avec les États-Unis alors que l'alliance de guerre se fragmentait. Si vous trouvez cette analyse approfondie de la mise au rebut des véhicules d'après-guerre intéressante, abonnez-vous pour découvrir d'autres articles sur les conséquences logistiques de la Seconde Guerre mondiale. De retour en Grande-Bretagne, la mise au rebut systématique des véhicules américains excédentaires s'accélère en 1946 et 1947. Environ 185 000 véhicules furent jugés non rentables à conserver. Ces véhicules connaissent des destins divers, selon leur état et leur emplacement. Ceux en bon état de fonctionnement, mais excédentaires, sont mis aux enchères. Le ministère de l'Approvisionnement organise des ventes dans des dépôts à travers toute la Grande-Bretagne. Les entreprises de transport privées, encore, en convalescence après les restrictions de guerre, achètent des milliers de camions Chevrolet et Ford. Les entrepreneurs agricoles achètent des Dodge à 4 roues motrices pour les travaux agricoles. Les entreprises de construction acquièrent des camions lourds pour leurs projets de construction. Les prix varient de 180 livres sterling pour des GMC de 2,5 tonnes en bon état à 8 livres sterling pour des utilitaires Chevrolet usés. Ces ventes génèrent environ 18 millions de livres sterling pour le Trésor. Une somme modeste, mais bienvenue, compte tenu des difficultés financières de la Grande-Bretagne. Les véhicules en mauvais état sont mis à la ferraille. La pénurie d'acier à laquelle était confrontée l'industrie britannique en 1946 rend la ferraille précieuse. Les concessionnaires achètent des camions américains usés pour 15 à 30 livres sterling pièce, puis les démantèlent dans des cassas, Birmingham, Sheffield et au pays de Galles du Sud. En 1948, environ 67 000 anciens véhicules l'année ont été réduits en ferraille, leur acier alimentant la reconstruction de la Grande-Bretagne. Certains véhicules s'avèrent tout simplement trop coûteux à déplacer ou à traiter dans des zones de stockage isolées. Notamment en Écosse et en Irlande du Nord, des groupes de camions américains endommagés ou démantelés restent abandonnés. Le ministère de l'Approvisionnement manque de ressources pour les transporter jusqu'au casse. Ces véhicules se détériorent progressivement, jusqu'à la fin des années 1940, finissant par devenir des épaves abandonnées, enfouies sous la végétation. Quelques-uns survivent jusqu'aux années 1950 avant d'être finalement démantelés. Le théâtre méditerranéen
présente des défis particuliers en matière de démantèlement. Environ 62 000 véhicules américains en service au sein de l'armée britannique se trouvent encore en Égypte, en Palestine, en Libye et en Italie à la mi-1945. À mesure que les forces britanniques se retirent, ces véhicules deviennent excédentaires. Le commandement du Moyen-Orient établit des centres de démantèlement au Caire et à Alexandrie. Des milliers de Warner sont confiés à des entreprises égyptiennes et à des transporteurs. Lorsque les forces britanniques se retirent de Palestine en 1948, elles laissent derrière elles environ 8000 véhicules américains, certains tombant aux mains israéliennes, d'autres aux mains des forces arabes. En Libye, les vestiges des campagnes du désert jonchent des zones reculées. Des centaines de camions américains abandonnés, trop endommagés ou trop isolés pour être récupérés, disparaissent peu à peu sous le sable. L'intégration civile des véhicules américains conservés transforme les routes britanniques. À la fin des années 1940, les profils carrés caractéristiques des camions Chevrolet et GMC deviennent courants. Les brigades de pompiers rurales utilisent des ambulances Dodge converties. Les opérations forestières s'appuient sur des camions utilitaires à 4 roues motrices. De petites entreprises de location de camions développent leurs activités autour de surplus bon marché de camions américains. Ces véhicules présentent des avantages par rapport aux camions britanniques de l'époque. Leur conception simple et robuste facilite l'entretien. Les pièces détachées, bien que peu abondantes, restent disponibles auprès d'eux. Des concessionnaires spécialisés qui stockent des composants provenant de véhicules mis au rebut. Les puissants moteurs conçus pour les conditions américaines supportent bien la surcharge, fréquente dans la Grande-Bretagne de l'après-guerre. Cependant, la consommation de carburant pose problème. Les moteurs américains, conçus à une époque où l'essence était bon marché et abondante, consomment beaucoup plus de carburant que leurs équivalents britanniques, alors que le rationnement de l'essence se poursuit jusqu'à la fin des années 1940, cela devient un inconvénient majeur. Les coûts d'exploitation contraignent de nombreux utilisateurs civils à remplacer leurs véhicules américains par des modèles britanniques plus économiques dès 1950. Le parc de véhicules militaires de réserve est confronté à différents défis. Entre 1946 et 1947, le ministère de la Guerre maintient environ 125 000 véhicules américains en service. La pénurie de pièces détachées limite de plus en plus les opérations. Les Américains, ayant écoulé leurs propres stocks excédentaires dès 1948, ne produisent plus de pièces pour les modèles de guerre. Les ateliers militaires britanniques commencent à récupérer des pièces sur les véhicules endommagés pour maintenir les autres en état de marche. Les unités du génie fabriquent des pièces de rechange improvisées. En 1949, le parc américain restant en service au Royaume-Uni a diminué à 73 000 véhicules. Une autre nuance apparaît. Entre 1950 et 1951, lorsque le ministère de l'Approvisionnement encourage la standardisation des modèles britanniques, la guerre de Corée prolonge temporairement la durée de vie de certains véhicules, notamment les camions lourds, alors en pénurie. Mais dès 1953, l'armée britannique a réduit son parc de véhicules américains à environ 28 000 unités, principalement des modèles spécialisés ou des véhicules en service dans des garnisons d'outre-mer où les pièces détachées restent disponibles. Plusieurs milliers de véhicules américains sont préservés, mais rarement de manière intentionnelle. Les musées manifestent peu d'intérêt pour les camions militaires courants dans les années 1940 et 1950. Cependant, les véhicules passés au service civil survivent parfois grâce à une utilisation continue. Les petites entreprises, les services municipaux et les exploitations agricoles conservent parfois des camions américains bien au-delà de leur durée de vie économique, surtout s'ils ont développé une expertise en matière d'entretien. Quelques exemplaires intègrent les collections muséales dans les années 1960. L'Imperial War Museum acquiert un camion GMC CCKW de 2,5 tonnes en 1967, un véhicule ayant servi dans tout le nord-ouest de l'Europe. Le National Motor Museum de Beaulieu acquiert plus tard un Dodge WC, transporteur d'armes. Le musée des blindés de Bointon conserve un Diamontan transporté, l'un des imposants véhicules ayant transporté les blindés britanniques de Normandie jusqu'au Rhin. Les collectionneurs privés commencent à rechercher des véhicules militaires américains à partir des années 1970.
alors que la préservation des véhicules militaires devient un passe-temps bien établi, les passionnés découvrent des exemplaires survivants dans des hangars agricoles, des casses et des dépôts municipaux. 1. Studebaker US-6 sort d'un dépôt forestier écossais en 1982. Il est encore en état de marche. Après des décennies de transport de bois, les efforts de récupération dans des zones reculées aboutissent parfois à des découvertes. Plusieurs véhicules américains abandonnés dans les Highlands écossaises lors d'exercices d'entraînement d'après-guerre ont été récupérés et restaurés. Aujourd'hui, les collections de véhicules militaires britanniques détiennent environ 85 exemplaires de camions américains prêtés dans divers états. Ceci représente peut-être 0,02% de la flotte d'origine. Le fonds de véhicules militaires basé dans le Wiltshire expose plusieurs GMC et Dodge restaurés lors de salons et d'événements. Des collectionneurs privés possèdent environ 200 exemplaires supplémentaires, principalement des Dodge porte-armes et des Jeeps, bien que les Jeeps aient fait l'objet d'un programme distinct de l'allocation des camions. L'Europe continentale abrite d'autres exemplaires survivants. Des musées allemands préservent plusieurs camions américains qui ont été mis en service civil après 1945. Le musée de la guerre d'Ovrun, aux Pays-Bas, expose un GMC récupéré auprès d'une entreprise de prêt locale. Le musée de l'automobile et de la technique de St. en Allemagne expose un Ford G8 intact qui a servi dans l'armée britannique avant d'être utilisé par les civils allemands. L'héritage des camions Landau britanniques s'étend au-delà des véhicules eux-mêmes. Cette expérience a profondément marqué le développement des véhicules militaires britanniques d'après-guerre. Les constructeurs britanniques ont étudié en profondeur les méthodes de conception américaines. La simplicité et la standardisation des véhicules américains ont impressionné les ingénieurs britanniques qui avaient dû gérer de nombreux modèles britanniques incompatibles pendant la guerre. Lorsque la Grande-Bretagne a développé sa nouvelle génération de camions militaires dans les années 1950, notamment la série Bedford RL, l'influence américaine s'est clairement manifestée dans la simplification de la maintenance et la standardisation des composants. Le règlement financier des véhicules l'année a également eu des répercussions politiques durables. Cette expérience a appris aux responsables britanniques de dures leçons sur la dépendance à l'égard des équipements étrangers. L'obligation de négocier les conditions de maintien en service, alors que l'entreprise était pratiquement en faillite, a influencé la politique de défense britannique pendant des décennies. Les gouvernements suivants ont privilégié le maintien des capacités de production nationales pour les équipements militaires essentiels, même à des coûts plus élevés, afin d'éviter une vulnérabilité similaire. La mise au rebut et la disparition rapide de près d'un demi-million de véhicules démontrent également la rapidité avec laquelle même des programmes massifs peuvent disparaître du paysage. Dans les 5 ans suivant la fin de la guerre, la grande majorité avait été mise au rebut, vendue ou abandonnée. En 10 ans, les exemplaires restants étaient devenus des curiosités. En 20 ans, ils étaient devenus rares. Ce schéma s'est répété avec une grande partie du matériel militaire de la guerre froide, des investissements énormes qui ont disparu en quelques décennies d'obsolescence. L'histoire des camions du programme de pré-bail britannique révèle la logistique peu glorieuse mais essentielle de l'après-guerre. Le moment dramatique de la victoire en mai 1945 a laissé place à des années de traitement administratif, de négociations financières et de mise au rebut systématique. La course à l'acquisition de technologies allemandes retiendra sans doute davantage l'attention, mais le sort d'un demi-million de camions ordinaires révèle une histoire plus fondamentale sur la Grande-Bretagne d'après-guerre. Le pays sorti victorieux mais financièrement exsangue, incapable même de racheter les véhicules qu'il avait usés au service. Les Américains, bien que finalement généreux dans leurs conditions de règlement, exigeaient néanmoins un paiement ou une restitution. La solution impliqua une comptabilité créative, une mise au rebut massive et l'acceptation de la disparition en grande partie de l'énorme flotte de véhicules. Aujourd'hui, les quelques exemplaires survivants servent de témoignages concrets de l'ampleur de la coopération alliée et des fondements logistiques qui ont sous-tendu la victoire. Les camions GMC et Studebaker exposés dans les musées britanniques représentent non seulement des véhicules, mais aussi la puissance industrielle qui a soutenu les armées à travers les continents. Ils nous rappellent également à quel point les témoignages matériels
même d'une histoire récente, peuvent disparaître lorsque des considérations économiques et pratiques dictent la mise au rebut. Si cette vidéo vous a plu, découvrez ensuite ce qu'il est advenu des fusées V2 allemandes. Après la Seconde Guerre mondiale, elles explorent comment les missiles capturés ont déclenché la course à l'espace et sont devenus la base des programmes de missiles balistiques de la guerre froide. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé.